Bienvenue, 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 bienvenue. J'ai l'impression de connaître tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Voilà. On n'est pas dimanche soir, demain c'est pas lundi. Moi j'avais promis, je m'étais dit, allez je vais faire classe et tout, je vais mettre un costume et ça, je suis un peu incapable. Et puis vous n'auriez pas reconnu le personnage de la télé. Ça n'allait pas du tout. L'autre usurpateur qui me suit partout, là, l'autre en carton. Non mais vraiment bienvenue et puis merci d'être là. Et vraiment, c'est vraiment marrant parce que j'ai vraiment l'impression de presque tous vous connaître. J'en connais pas mal, plus ou moins de tête, enfin, je vois qui est qui. Et c'est d'ailleurs vraiment le concept de notre jardin extraordinaire, comme vous le savez, qui est, et on en est vraiment très très fiers avec l'équipe, parce qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui est là au fond, il y a les deux réalisateurs. Il y a Samy qui fait des trucs aussi, je ne sais pas toujours quoi, mais moi j'ai fait voler des drones, il y a la chef qui est là-bas au bout, il y a Antoine qui est le joueur de service, on ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais c'est pas grave. Bref, c'est vraiment une aventure commune, bien entendu avec eux, mais aussi avec vous. Et c'est vraiment une grande fierté parce que c'est inédit comme mouvement, il n'y a pas d'exemple ailleurs où ils ont aussi bien réussi ce genre d'émission participative. Et d'ailleurs, ils essayent de nous copier, notamment Yann Arthus Bertrand qui a fait la préface du livre. Ils essayent de faire un petit peu pareil en France, mais leurs photographes ne sont pas aussi bons que vous. Et donc, ils y arrivent maintenant. Ce soir, on va avoir 4 photographes qui sont là, qu'on va accueillir, qui vont partager avec nous, qui vont échanger, qui vont vous expliquer comment ils ont fait leurs photos, comment en faire vous-même, etc. Mais n'hésitez pas à poser des questions, on est vraiment là pour ça, c'est vraiment ça l'idée, c'est ça l'idée du groupe, c'est de partager, c'est d'échanger. C'est génial, je pousse sur une manette. Oh, voilà nos 4 invités de ce soir, comme ça vous les reconnaîtrez. Honneur aux dames, il y a Catherine Berger, on aura chacun et chacune accolé un adjectif, c'est autodidacte, parce que je pense qu'Catherine nous en racontera qu'elle a tout appris par elle-même. Alors Pascal Missotel, on l'a vu aussi quelques fois dans l'émission, il est là-bas, Pascal, alors c'est une particularité, il a plein de particularités Pascal, mais surtout il est complètement passionné, c'est le bon mot, de faire des photos d'animaux. Toute sa maison, son balcon est envahi, vous l'avez vu, il nous avait mis un nichoir connecté sur son balcon quand on a fait les nichoirs connectés. Il est sur un balcon au 2e étage d'une tour d'immeuble et il a eu, il fallait que ça tombe sur lui, 14 mésanges dans son nichoir, c'était incroyable. Alors que moi je l'avais mis chez lui en disant ça ne marchera jamais, mais au moins on verra. Et évidemment Pascal avec son trèfle à 4 feuilles, il nous a niché des mésanges qui avaient envie de faire 14 jeunes sur son balcon. On a Max qui est là aussi. Il y a Max qui est engagé, alors pas dans l'armée ukrainienne, vous voyez sur la photo, mais engagé tout court, parce que c'est vrai qu'on en parlait devant sa photo de salamandre qui est dans l'exposition et dans le livre. C'est une photo qu'il a fait pendant qu'il aidait à sauvegarder, à sauver, à déplacer les batraciens. C'est la saison pour le moment. Vous savez, les batraciens se déplacent quand il commence à faire chaud, ils se font écraser, et donc il y a des gens qui passent leur nuit à déplacer ces batraciens en migration. C'est le cas de Max, et il a aussi un appareil photo en même temps pour témoigner de tout ça. Donc voilà, on l'entendra. Bon, il est venu en civil, donc ça va, on comprendra tout aussi. Et on a David Bastin, le 4e, qui est là, curieux forcément. Moi j'aurais mis bavard, mais il ne voulait pas. Ça, je suis tranquille, je devrais pas venir le cracheur tout le temps. David, vous voyez, qui court dans tous les sens. Je crois qu'il fait des photos d'à peu près tout ce qui passe et qui nous racontera et nous expliquera ces photos. Vous allez voir, c'est passionnant. Bon, allez, rassurez-vous, franchement, à 23h30, on a fini, il n'y a pas de souci. Leurs photos qui sont dans l'exposition, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont dans la salle qui ont vu le vernissage, qui était bien sympa parce qu'on avait chacun des photographes à côté de leurs photos. Donc Catherine qui nous a fait cette photo de rouge-gorge sur le départ au moment M, et on reviendra dessus tout à l'heure aussi. Pascal qui généralement fait plutôt dans les petits oiseaux ou les cerfs, était là sur les libellules. Voilà, aussi une discipline fabuleuse de s'intéresser à la macro. On en parle souvent et on en reparlera parce que c'est vraiment fascinant et c'est vraiment la première aventure qui a apporté tous. On peut vraiment commencer, même si on a un jardin de quelques mètres carrés, il se passe des choses en macro. Vous pouvez avoir des libellules, des insectes et toutes sortes de choses fascinantes. Alors Max, j'en parlais, c'est sa photo de salamandre tout en étant en action, et puis David avec cette photo de mésange nonnette.
Oui, c'est bien ça. Trempé sur l'espèce, ça arrive. De Mésange Nonnette qui vient boire, qui vient profiter d'une drink station. Donc voilà, en encore plus grand, parce qu'on aime bien les grands, de plus en plus grands. Et puis si vous voulez voir en très grand, l'exposition est dans le jardin de l'abbaye. Et puis il y en a souvent des auteurs qui sont pas loin, donc n'hésitez pas à les interroger, à les faire parler de leurs passions. On l'a dit, mais on ne se le redit jamais assez. Ça a commencé en 2020 au moment du confinement. C'était des émissions de télé en prime time fabriquées avec vos images, vos histoires. Et ça, c'est quand même incroyable. Quand on se retourne sur cette aventure, on se dit à quel point je pense qu'il n'y a pas une télé d'Europe qui a osé quand même faire une émission sur la nature sauvage, avec les images de ceux qui la regardent. Voilà. Donc c'est génial. Non seulement nous on a glandé à mort, on a bossé comme des fous parce que non seulement en général nous on est peut-être, on tourne une émission, elle passe 6 mois après, 1 an après, et là boum, il fallait une émission pour le dimanche. Donc on sait, on va dire, le rôle des réalisateurs là, c'était vraiment de mettre en forme, de faire l'emballage cadeau autour de vos images, de vos histoires, de ceux qui nous ont envoyé tout ça. Et ben voilà, le chiffre aujourd'hui, il est quand même complètement impressionnant. Il y a 56 000 personnes sur le groupe Notre Jardin Extraordinaire. Si vous avez l'occasion de jeter un œil, c'est vertigineux en termes de publications. C'est 200, 300 parfois publications par jour, qui viennent de presque partout sur des sujets que parfois on pense complètement inintéressants et qui tout à coup fascinent tout le monde. Mais voilà, ça nous prouve à quel point tous les sujets dans la nature peuvent être intéressants et surtout ça nous a amené 56 000, alors tout le monde n'est pas super actif, mais 56 000 correspondants locaux. Et donc on en parlait encore à l'inauguration, donc la RTBF construit un nouveau bâtiment sur le site de Reyers et nous demandait qu'est-ce que vous voulez mettre dans une espèce de safe box, je sais pas, c'est une boîte qui va émettre un signal dans 500 ans et qui dans 500 ans dira je suis là, s'ouvrira et livrera un petit cadeau à mes descendants. Et on leur a demandé, bah, tiens, si on mettait 1 an de publication du groupe Notre Jardin Extraordinaire, parce que je pense qu'il n'y a pas de panorama aussi complet de la nature de notre région aujourd'hui. Là, avec toutes ces images, avec toutes ces publications, on a une vue incroyable de ce qu'est la nature juste à côté de chez nous. Un livre que vous connaissez peut-être, ou en partie, qui est basé toujours sur les photos de nos contributeurs, qui a été... Ils sont 107, je dis toujours le chiffre précis, ils sont 107 aux éditions Canet, c'était en 2022, puis maintenant en 2023. Donc une exposition, 26 photos en grand format, et puis ben, on espère avoir encore d'autres dérivés, peut-être que vous avez des idées plus ou moins saugrenues pour envoyer ce contenu dans l'espace ou que sais-je. Non mais surtout peut-être que... Et j'espère que vous continuerez, parce que le plaisir reste toujours le même pour chacun des contributeurs de faire des photos et de les partager. Voilà quelques images pour vous rappeler que c'était aussi un mouvement, nous ce qui nous a fasciné, c'est que c'est un mouvement de tous les âges, de toutes les régions. On a reçu vraiment des images faites par des... Voilà, ça c'est Paul, un bénévole du Festival Nature Namur. Alors après, on a un petit peu reconverti le mouvement après le confinement. On avait fait une autre émission qui était de circuler chez nos contributeurs et d'aller voir avec eux comment ils nourrissent les oiseaux. C'est aussi une de nos passions dans l'émission, de nourrir les oiseaux. Et de petits extraits, et qui vous présentera par la même occasion Pascal et ces fameuses mangeoires. Pour compléter mon infiltration du monde des oiseaux, direction l'Est, pour une toute dernière étape. Téléphoner au guidon est interdit à Janté. Cette dernière mission est la plus difficile. Équiper une plaie de jeu pour oiseaux et ramener un max d'infos. J'espère que je peux compter sur vous. Bonne chance. Au pied d'une barre d'immeuble, notre indicateur est en planque, dans sa tente à fût. Toc toc. Ah, qui est là? C'est le Père Noël. Regarde. Et là, Père Noël. Oh, c'est beau. Allez, go. On m'a dit que tu avais un petit paradis pour oiseaux. Alors figure-toi que je suis en train de finir une petite tournée de mangeoires. J'en ai plein les poches des graines, donc je vais t'en mettre quelques-unes. Ouais, merci Père Noël. Ça va, cool. Alors explique-moi, parce que toi il paraît que tu as vraiment un petit paradis pour oiseaux ici. Ouais. Tu es au pied de ton immeuble en fait. Ouais, tout à fait. Je fais partie de la friche sauvage du jardin. Et je me suis dit, cet automne, je vais construire quelque chose pour accueillir les oiseaux et les nourrir pour l'hiver.
De fil en aiguille, donc j'ai passé le petit bassin tout d'abord, et puis alors j'ai agencé, j'ai accueilli 26 espèces jusque maintenant, référencées ici sur mon petit paradis, que j'ai appelé en fait la plaine de jeux d'hiver. Il y a 26 espèces. 26 espèces répertoriées et photographiées ici sur le... Et alors la grande surprise pour moi cette année, c'était deux espèces particulières. Le gros bec, qui est venu ici en coiffe se jeter sur le tournesol, t'as bien fait de le rajouter d'ailleurs. J'ai dans ma tête quand je l'ai vu débarquer pour la première fois. Il est seul. Il est plus gros que les autres. Bien plus gros que les autres, avec un très gros bec, d'où son nom. Et puis quelques heures après, ils sont venus à 3. Et ce qui est fabuleux avec cet oiseau, c'est qu'il est là sur un perchoir, t'as l'autre qui l'observe, et il arrive vers l'autre. Alors c'est querelle, c'est carrément prise de bec, c'est merveilleux. Tu m'en rêvé, t'as vu de la neige, non? Alors imagine-toi, ici, tout était vraiment blanc, tout était dans l'ambiance moitée, magnifique et délicate. Et j'ai eu la chance d'avoir la lumière en frère qui éclairait cette neige. Tout était tapissé, c'était merveilleux. Et dans tout ça, t'as toujours des oiseaux du bec, gros bec. Gros vol qui vole est arrivé. Ça faisait 2 mois que j'entends chanter. Je me suis dit un jour il va venir. Et là, lorsque la grosse neige est arrivée, eh bien, il s'est posé là, tout simplement. Il a commencé à se gonfler. Magnifique, super souvenir. Alors, une dernière surprise aussi, parce que vraiment, tu as un parcours, là, je vois que tu as des noix, tu as des cacahuètes, tu as des graines, je t'en remets encore, allez hop, c'est que tu as eu aussi le Vitaro qu'on est partout. Alors ici, on a Bernardo. Qui est Bernardo? L'écureuil roux de nos régions, tout simplement. Bernardo est ici au quotidien. Le plus comique, c'est qu'il vient servir à la mangeoire Trémy, là où il y a les graines de tournesol pour oiseaux. Et donc, même chose dans la neige, La neige, il adore ça, on le voit avec ses yeux tout écarquillés, un grand sourire, et on le voit sauter de perchoir en perchoir, arriver à la ring, fouiner après ses noix, c'est un spectacle magnifique. c'est quoi le plaisir? Mais le plaisir, c'est d'être au calme, tout à fait relax, en communion, en méditation, puis bien sûr, il y a aussi la photographie et la vidéo pour vous envoyer les images. Et donc là, tu vas retourner dans ta petite tente, et moi je vais te laisser, tu nous envoies ce qui se passe. J'envoie tout ça. Génial. Père Noël, un grand merci pour la visite et la prochaine fois, tu n'oublies pas la table. Je vais laisser pousser. Allez, au revoir. Salut Pascal. Bonsoir à toutes et à tous. Pascal, on est trop décalé. Alors Pascal, on l'a vu déjà dans une petite intro, on a souvent venu tourner chez toi. Ouais. Et toi, pareil, tu n'as pas commencé il y a tellement longtemps. Ça a commencé comment? Comment tu es tombé dedans dans la photo? Je suis tombé dedans par reconversion, tout simplement. J'ai eu des problèmes de santé et j'ai toujours été passionné de nature. J'aimais la photo, mais voilà, c'est en plus, quoi. Et alors, je me suis lancé le défi d'apprendre la photo nature. Tout d'abord avec la Proxy Macro, comme la libellule qui est exposée ici. Et puis l'évolution a été en dents de scie, parce que la santé, voilà, il y a 4 opérations de la colonne, donc ça a été beaucoup de hauts et de bas. Et j'ai commencé vraiment l'animalier en 2017. Parce que je suis passionné d'animaux sauvages depuis tout petit. J'ai eu la chance d'habiter une commune dans la province de Liège qui est très boisée, qui a des prés, etc. Donc j'ai vécu avec des chevreuils, avec toutes sortes d'animaux, passionné, et ça m'a donné vraiment l'envie d'apprendre par moi-même, encore une fois autodidacte. Comme Catherine le disait, des tutos sur YouTube, des lectures de références, des sites comme Apprendre la photo, Pose Nature, des choses comme ça, où j'ai vraiment appris par moi-même. Et comme je dis, j'avais envie de mettre au service de la photo les connaissances naturalistes que j'avais et que je continue à développer tous les jours. Voilà comment j'ai commencé la photo. Et tu es tombé dedans tout à fait. Quand j'étais petit. Quand je t'ai rencontré, tu étais drogué au Martin Pêcheur. Je suis un passionné et je voue un amour inconditionnel au Martin Pêcheur, que je suis d'ailleurs ici pour la... Enfin, je vais commencer la saison, puisque ça a été un peu difficile pour le début d'année. Pour la 7e année, il faut savoir que donc, je suis passionné de Martin Pêcheur. Et en plus de ça, j'ai une ASBL de protection de la nature, dans laquelle on a des suivis de Martin Pêcheur sur l'Ourthe et l'Amblève. Donc je fais de la reconnaissance au nid et je surveille les nichés aussi. Donc j'en profite aussi pour faire mes photos animalières.
comment tu vois l'évolution et de la photo animalière en général, et puis de ta pratique. Est-ce que c'est une passion que tu penses que tu ne te défera plus, ou est-ce que je ne serai absolument pas on mentir. arrive au bout? Personnellement, je ne pense pas qu'on arrive au bout. Maintenant, il y aura peut-être plus la même fréquence, parce que, comme je l'ai dit, d'une part, physiquement, il y a une diminution, donc voilà, je dois freiner. Mais je pense que, non, ça ne m'écoutera jamais. C'est comme je disais lors de notre première interview, le Martin Pêcheur, il est en moi. Jusqu'à ce que je puisse physiquement, et je continuerai, ça c'est certain. Et la photo animalière en général. Parce que pour moi, même s'il n'y a pas la photo, il y aura toujours l'observation. Ça ne me gêne pas d'aller mettre dans un affût et de ne pas prendre l'appareil. Tout simplement, une longue vue, une paire de jumelles, et observer, comprendre. Magnifique. Voilà, merci. Merci Pascal. Merci. Moi, je voudrais savoir, c'est au moment où vous venez chez vous, voilà, vous mettez votre photo sur l'ordinateur, quel est tout le travail qui suit pour avoir un résultat impeccable? Est-ce qu'il faut des programmes bien spéciaux, ou est-ce que c'est inventé tout le monde? Ouais, on va peut-être demander à Catherine, parce qu'elle avait l'air intéressée par la question là tout à l'heure. Quel est le temps que tu passes après, si je résume, et quels sont les programmes utilisés après pour traiter les photos? Mais donc en animalier, c'est vrai qu'on vient avec une quantité assez importante de photos. Donc on doit d'abord les trier, voir la netteté. Et puis ben, voilà, une fois qu'on a vu qu'il n'y avait pas de flou, bouger, etc. dans la photo, on traite ça, enfin, pour ma part, je traite beaucoup sur Lightroom, c'est un programme donc, qui va permettre de développer tout le format brut de la photo. Et ensuite, une fois qu'on a repéré les photos qui méritent un certain intérêt, et là on va commencer à améliorer la luminosité, la texture, les contrastes, et voilà. Est-ce que ça prend du temps? Ça prend quand même du temps, oui. Ouais. Et quand c'est fini, quand ce travail est fini, on imprime, alors on fait ça. Je veux dire, on développe. Oui, donc la plupart du temps, les photos qui nous ont marquées, oui, on va pouvoir les imprimer. Maintenant, on est dans un système où on publie beaucoup. Et donc, voilà, une fois qu'elles sont enregistrées, ben on va voilà, sur les groupes que l'on a l'habitude de fréquenter, ben voilà, on va les publier assez rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous? C'est une question volontairement ouverte. Quel est pour vous les caractéristiques d'un bon affût? Je vais répondre oui. Je vais répondre oui. Alors, bon affût. C'est un peu différent de chacun, je pense. Ouais, c'est clair. Un bon affût. Ouais, chacun. Bon, il y a quand même des pratiques. Techniquement, tu pourrais parler de où la situation là. Alors, d'abord de l'observation. D'abord de la lecture, ou pour ceux qui n'aiment pas lire comme moi, plutôt des vidéos, ou demander conseil à des gens qui se connaissent bien. Donc d'abord se renseigner en fait sur le sujet qu'on veut faire, parce que c'est pas le tout d'aller trouver de la chevêche et tout de suite aller la voir, c'est pas éthiquement parlant très très bien. Donc d'abord de renseignement, puis après de l'observation, à la limite même de l'écoute, pour la chevêche de l'écoute. Puis après, c'est vrai que c'est aussi intéressant parfois d'aller demander le point de vue des autochtones. Alors bon, parfois on tombe sur des chasseurs, c'est vrai qui, dans certains cas, on nous envoie gentiment balader et cueillir les voilà. Hein. Et voilà, c'est ça. Et donc bon voilà, on a la chance, mais parfois on tombe sur des gens aussi franchement super gentils et qui nous disent ah ouais c'est génial, là, j'ai vu ça là, j'ai vu ça là, j'ai vu ça là, et ça permet en fait au fur et à mesure en fait d'en apprendre un peu plus quand même sur le sujet, sur ses habitudes. Donc après effectivement la période observation, la période renseignement, arrive enfin la période photo. Alors les premières photos généralement
c'est moche, parce que c'est flou. Enfin, il y en a qui aiment le flou, mais moi perso, voilà. J'aime pas le flou, j'aime bien les détails. Donc, les premières photos sont toujours ratées parce que on découvre en fait seulement le milieu. Enfin, on découvre seulement le milieu, je veux dire, on le découvre photographiquement parlant. Et puis après, on vient, on apprend, et puis arrive enfin la photo qu'on voulait faire, et puis on est bien heureux. Et puis après, arrive le moment de poster, et c'est vrai que, tu en parlais tantôt, je crois, on a tendance à partager justement, à garder un peu ces spots pour soi, ou à les partager, mais avec certaines personnes de confiance, parce que comme j'ai expliqué ça à un ami il n'y a pas longtemps, je vais dire que la photographie animalière, c'est une sorte de pont. C'est-à-dire qu'on crée un pont entre nous et la nature. Et on est un peu ce gardien du pont, parce que on donne accès quand même à quelque chose que, il faut faire attention. Et donc, je trouve qu'il faut faire super gaffe en fait, dans le partage, mais il faut quand même partager, parce que c'est chouette de pouvoir partager. Alors, je suis pas sûr que tu aies tout à fait répondu à la question. On peut peut-être compléter. Est-ce que c'était Donc, en bois, c'est pas. en bois, En gros, c'est du repérage, enseignement, repérage, photo, on est content. Et un bon affût, c'est un affût qui ne se voit pas. Ouais. Voilà, mais bon, et alors il y a des paramètres, c'est plus techniquement, c'est l'affût, c'est la discrétion, c'est le vent, parce que c'est un paramètre qui est souvent très important, c'est le vent. Donc, et c'est vrai, comme il dit, il faut repérer, parce que ça m'est déjà arrivé de me placer à l'affût et de m'apercevoir que j'étais complètement avec le soleil dans la face. Et voilà, après ça peut donner joli, mais si c'est pas ce qu'on voulait, parfois il faut aussi regarder au niveau du soleil, l'évolution de la courbe du soleil pour savoir ce que ça va donner, selon ce qu'on veut. Voilà. Toujours dubitatif, mais Reformulation. Après, je sais pas si ça répond aux questions. Après, il y a des tentes, si tu veux, qui se montent un peu comme les tentes qui je suis à 3 secondes, donc qui se montent très très vite. Et puis après, ça c'est la première étape, parce que la tente se monte très facilement et très vite. Si après tu veux rester des années au même endroit et que tu te dis non, mais ça c'est un endroit génial, les héros passent tous les jours de l'année, là tu construis plutôt un chalet comme Géry qui parle aujourd'hui, mais là tu peux vraiment dire je vais construire quelque chose en dur, de plus confortable. Parce que ce qu'il y a à l'affût aussi, c'est que généralement les premières fois on s'installe très très mal, et c'est très idiot, parce qu'un bon affût, si tu veux une seule caractéristique, c'est un affût confortable. Parce que tu vas tenir plus longtemps. Voilà. Un affût qui n'est pas confortable, parce qu'on fait tous au début. Tu te mets n'importe comment, tu te dis je dérange pas les animaux, mais toi tu tiens pas physiquement pendant 3, 4, 5, 10 heures. Donc un bon affût, c'est surtout un affût confortable. Mais c'est vrai que à Bastogne, j'ai le premier affût bu, c'était dans un trou, je sais pas, donc j'ai croisé deux rondins. J'ai couvert d'une bâche en plastique, j'ai mis des branches de sapin. Ah, ça, il était invisible. Et j'ai fait. Et là, j'ai eu ma première photo de buse à 17h. J'y étais là depuis 8h du matin, moins 10 degrés, jadis, quand on avait encore des températures négatives. Et c'était très dur. Et maintenant, j'ai mon petit poêle au pétrole, j'ai mon petit réchaud, j'ai mes chaufferettes, j'ai ma petite bouteille de vin. C'est 5 étoiles. Donc c'est vrai, et ça permet de rester plus longtemps. Voilà, ça répond, j'espère, à la question. Je pars en Afrique, je pars au Botswana faire un safari, et je voulais savoir quel type d'appareil vous me conseilleriez. Un bridge, un réflexe. Je pensais au bridge parce qu'il n'y a pas de changement de piste. Moi, je fais jamais de photos. Moi, je filme, donc je ne fais pas de photos. Je ne sais même pas où c'est sur mon appareil. Mais voilà, après, je pense que tout dépend. Il y a beaucoup de facteurs. Ben oui, je vais dire, c'est quelque part un peu très personnel. Moi, je connais mes besoins, donc je sais que, naturellement, je suis en réflexe. Je passerai à l'hybride parce que c'est un impératif au niveau du bruit, et puis aussi de la rafale. Maintenant, vous allez partir en voyage, en safari. Moi, je ne connais pas du tout, je ne suis jamais parti à l'étranger faire un safari. Maintenant, vous avez déjà... Moi, ce ne sera pas d'un macro, ce sera de... Non, bien sûr, mais je ne sais pas du tout à quelle distance peut se tenir un animal de la faune du Masai Mara ou que sais-je par rapport au car ou au véhicule dans lequel vous allez être. Je ne sais pas du tout la distance. Tanguy, tu as peut-être une idée, toi, de la distance à laquelle ils se tiennent généralement quand ça peut être... Voilà, moi je n'ai pas cette expérience-là. Et j'aurais tendance à dire, prenez quelque chose qui... Vous connaissez déjà la photo, vous avez déjà pratiqué un peu, donc... Ça peut être très très...
Le parquet pour moi sera un bridge. Le bridge a l'avantage de s'adapter à la distance. Donc si l'animal est prêt, voilà, on zoome peu. S'il est loin, on peut zoomer sans changer. C'est la difficulté, je veux dire, c'est ça, c'est que il faut pouvoir avoir un objectif qui puisse combiner un peu le tout. Maintenant, en général, dans les safaris, votre guide vous mène souvent proche des animaux et donc vous n'aurez peut-être pas besoin forcément d'une longue focale pour pouvoir les... Ouais. Après, aujourd'hui, on vit une époque formidable pour ça, parce que quasiment tous les appareils et toutes les marques sont excellentes. Surtout quand dans des circonstances où il y a beaucoup de soleil et beaucoup de lumière, parce que ça devient difficile quand il y a moins de lumière. Les objectifs coûteux sont surtout nécessaires quand il y a peu de lumière ou en dessous. Voilà, ça va être l'inconvénient du bridge, c'est que justement s'il y a peu de lumière, ça sera peut-être moins conseillé que les appareils réflexes. Voilà. On va vous les laisser au bar si vous voulez. Vous pouvez poser toutes les questions. Bonne idée. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous. On a encore 5 conférences différentes, je crois, sur des thèmes très très variés.